Bonjour et bienvenue dans l'avant-dernière vidéo de la série de l'été. Storm clouds gather. Our borders are beset by evil, both mundane and immortal. Dans cette vidéo, je vais vous résumer l'art de la magie dans Warhammer The Old World, les lancements, les dissipations, les irrésistibles, les fiascos, bref, tout ce que comportent les arts éthériques et arcaniques et démoniaques du monde de Old World. Et donc on va commencer tout de suite. Dans Warhammer The Old World, la magie est en train de se réveiller. Elle n'est pas aussi puissante que les bourrasques de magie éthérique qu'on aura dans la fin des temps, bien loin de là. Mais elle est prémisse de l'invasion future et de la tempête du chaos d'Asavar Kul. À Old World, le monde est toujours traversé par les vents de l'éther, les vents venant des failles créées par la chute des portails des anciens. Et sans le grand vortex et aussi un petit peu la toile géomantique, eh bien tout simplement ces vents balayeraient le territoire et ravageraient la Terre, comme lors de l'avènement du chaos à la chute des pôles. Dans le jeu, certains personnages ont la capacité de plier à leur volonté ces vents de magie. Ça peut être tout simplement par apprentissage, par capacité naturelle ou alors par pacte, bien évidemment. Et ces personnages-là sont bien appelés des mages. Ils peuvent transformer cette magie en arme contre leurs ennemis, en bouclier pour leurs alliés ou pour eux-mêmes. Bref, ce sont les maîtres arcaniques de l'art de l'éther. Il arrive même parfois qu'on arrive à arracher ces vents de magie à leur flot éthéré et de les enfermer dans des armes, des armures, des objets, des talismans, voire des bannières même, pour rendre ces objets magiques avec une utilisation qui n'est certes pas celle d'un mage, mais qui est quand même fort utile. Tout ça, c'est la magie dans Warhammer Old World. La magie est omniprésente. Que vous soyez le moindre pécor du monde de Warhammer ou un des grands rois, la magie fait partie prépondérante du monde. Lorsque vous recrutez un mage avec votre liste de mobilisation, donc vérifiez bien dans votre liste si vous avez accès à certains personnages magiciens, vous recrutez un personnage possédant un niveau de sorcellerie. Les niveaux de sorcellerie représentent en fait la connaissance ou l'apprentissage, bref le talent de votre mage. Il existe 4 paliers, niveau 1, 2, 3 ou 4. Quand vous recrutez un mage, vous le payez, très souvent il démarre avec un premier niveau, ou voire avec déjà 3 niveaux selon son statut et selon sa puissance. Et à chaque fois que vous voulez l'améliorer lors de votre liste de mobilisation, vous pouvez lui payer un petit niveau en plus, voire plusieurs. Ça dépend de quelle catégorie de mage vous prenez. Par exemple, si vous regardez le mage proscrit des Bretonniens exilés, quand on l'achète, il est niveau 1 et on peut payer 30 points par niveau jusqu'au niveau 3. Il ne peut pas atteindre le niveau 4. C'est un mage tout simplement qu'on peut customiser selon sa liste de mobilisation et selon les points d'armée qu'on a disponibles. Un autre exemple, la mégère Trollès des Peaux Vertes est directement recrutée niveau 1 de sorcellerie et peut passer seulement niveau 2. Elle ne peut pas atteindre un niveau excellent. On est très loin des grands archimages elfiques ou de certains personnages nommés. Les personnages nommés du jeu, bien évidemment, Élise Duchar, Kral Maul, Ogdruz Swamdiga ou alors bien sûr Miao Ying et encore d'autres bien évidemment comme Galroche, eh bien ces personnages, étant parfois des mages, possèdent directement un niveau de sorcellerie, vous ne pouvez pas leur améliorer en payant plus de points. C'est représentant de leur puissance et de leur connaissance. Mais à quoi ça sert donc un niveau de sorcellerie? Eh bien c'est très simple, votre niveau de sorcellerie de sorcier vous explique combien il connaît de sorts. Voilà, il est niveau 1, il connaît un sort, 2, 3, 4. Voilà, c'est très rapide de comprendre ceci. Donc lorsque vous recrutez un mage, il a accès à son niveau de sorcellerie que vous choisissez, et surtout, il a accès aux domaines de magie. Les domaines de magie, c'est très rare qu'un personnage magicien puisse connaître tous les domaines. Voilà, mis à part peut-être le dieu Tzeentch, il n'y en a pas beaucoup, ou peut-être Mazdamundi et encore, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent connaître aussi bien la magie dans le monde de Warhammer. Donc, lorsque vous regardez votre liste de mobilisation et votre feuille de caractéristiques de personnages magiciens, eh bien vous avez accès à des domaines de magie. Il peut piocher dans ses connaissances, il peut avoir appris selon ses connaissances dans un
ou tel domaine. Chaque sorcier a donc accès à la magie qui lui est propre, en rapport bien sûr aussi au lore et à l'histoire de son armée. Par exemple, certaines armées, comme les Bretoniens, qui sont plutôt honorifiques, tournés vers le bien, ne vont pas aller piocher leur pouvoir dans la magie noire ou dans le démonisme. Vous avez accès à la magie de bataille, l'élémentalisme, l'illusion peut-être aussi parfois. C'est vraiment quelque chose qui est censé représenter le lore des armées. Dans Warhammer The Old World, on possède 8 domaines de magie différents, disponibles pour certains dans chacune des armées. Alors bien sûr c'est un clin d'œil à l'étoile à 8 branches du chaos, c'est comme les 8 domaines de magie qu'on avait avant, même si les 8 domaines sont nommés par les collèges de magie n'existent pas encore, d'où le fait qu'ils s'appellent d'une autre manière. On a la magie de bataille, l'élémentalisme, la haute magie, l'illusion, on a la magie noire, le démonisme, la nécromancie et bien sûr la magie WAG, bien évidemment. Donc ces 8 domaines représentent un petit peu les vents, tous séparés, qu'on peut trouver dans le monde de Warhammer, même si certains en regroupent d'autres. Si votre sorcier, dans sa feuille de caractéristiques, peut connaître plusieurs domaines, eh bien c'est à vous d'en choisir qu'un seul avant la partie, avant la bataille, pour tout simplement savoir dans quel domaine il s'est entraîné et quel sort il connaît. Si vous avez accès à 3 domaines de magie, vous n'en choisirez qu'un seul et vous allez jeter des dés. Votre niveau de sorcellerie, je vous l'ai dit, vous permet de savoir combien de sortilèges connaît votre magicien. Une fois que vous avez choisi votre domaine, prenez un des 6 par niveau de sorcellerie de votre mage. C'est très simple, vous avez un niveau 2, vous prenez 2 dés, 3 dés pour le niveau 3, etc. Jetez ces dés, et ces dés représenteront les numéros que vous allez voir sur le domaine de magie, numéro 1, numéro 2, numéro 3, et ce sera les sorts qu'il connaît pour la bataille. Alors attention, si vous faites un double, il faudra bien relancer l'un des 2 dés jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun double. Cependant, chaque domaine de sortilège disponible dans le jeu dispose de 7 sorts, et pas de 6. Ce 7e sort, le numéro 0 si vous préférez, est un sort qu'on dit emblématique, on appelait ça primaire à l'époque. Si vous le souhaitez, lorsque vous avez jeté vos dés et vous voyez quel sort connaît votre mage, vous pouvez choisir d'en enlever un, celui-là qui vous plaît pas ou celui-là dans votre stratégie n'a pas l'air d'être présent, et bien vous pouvez l'enlever un seul de vos sorts pour le remplacer par le sort emblématique de votre domaine. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, chaque armée de Warhammer The Old World a sa propre thématique, son propre lore, sa propre histoire. C'est pour ça que vous avez, dans les personnages magiciens, l'accès au lore, L-O-R-E, de leur magie, c'est-à-dire lore bretonien, lore magie bretonienne, lore, je sais pas, lore bestial ou quoi que ce soit. Et en fait, ce sont, pour chaque armée, des sorts emblématiques disponibles pour votre sorcier. Un exemple, la magicienne bretonienne, la damoiselle, possède le lore de la Bretonie, le lore de la dame, tout simplement. Et si vous avez, imaginons, une sorcière niveau 2, vous jetez 2 dés dans le domaine de magie de bataille, voilà. Vous avez 2 dés, vous avez 2 sorts, et il y a un de ces 2 sorts qui ne vous plaît pas, et bien vous pouvez remplacer ce sort par le primaire, l'emblématique de la magie de bataille, ou alors vous pouvez remplacer ce sort par l'emblématique de la dame qui vous fait plaisir. Voilà. Ça vous permet d'avoir un peu plus de choix que seulement 8 domaines de magie. De plus, dans Warhammer The Old World, il existe certaines armées qui ont développé leur propre domaine de magie. Les elfes sylvains, les hommes bêtes, les trolls, la magie troll par exemple, il y en a encore plein d'autres. Donc ceux-ci peuvent se rajouter, bien sûr, aux 8 domaines classiques existants, mais ne sont bien sûr utilisables que par certains des personnages de certaines armées. Mais ça peut vous donner encore plus de choix, encore plus de rejouabilité, encore plus de stratégie. Attention cependant, les sorciers d'une même armée, si vous en avez plusieurs, peuvent connaître les mêmes sorts. Donc vous pouvez par exemple lancer 2 boules de feu si vous avez 2 sorciers de magie de bataille. Mais un sorcier ne peut connaître qu'un seul sort différent des autres. C'est-à-dire vous ne pouvez pas mettre 3 boules de feu, ça ne marchera pas, vu que vous ne pouvez pas garder vos doubles. Mais surtout, vous ne pouvez pas jeter 2 fois le même sort avec le même sorcier. N'oubliez pas que lancer 2 fois avec 2 sorciers différents le même enchantement sur la même unité ne cumule pas ce sortilège, comme les maléfices d'ailleurs. Enfin, c'est très important, un sorcier peut lancer un nombre de sorts égal ou inférieur à son niveau de sorcellerie, pas plus. Vous pouvez peut-être donner des objets enchantés qui permettent à votre sorcier de connaître un sort de plus, mais pas d'augmenter son niveau de sorcellerie. Si votre sorcier connaît 3 sorts, mais qu'il est niveau 2, vous ne pouvez dans tout votre tour ne lancer que 2 de ces 3 sorts. À vous de choisir lequel.
Bien sûr, ne pas oublier qu'on ne peut lancer qu'une seule fois un sortilège disponible par son sorcier par tour. Bon, tout ça c'est bien beau, mais qu'est-ce que c'est tous ces sortilèges? Et surtout, qu'est-ce que c'est que ces catégories de sortilèges? Ça, on l'a beaucoup vu dans les vidéos précédentes par rapport à la phase de stratégie, de mouvement, etc., etc. Mais je vais quand même vous les redétailler. Il existe 6 sortilèges différents, 6 catégories de sortilèges différents. C'est marqué dans leur catégorie à chacun des sortilèges. Ces catégories sont extrêmement importantes parce qu'elles vous expliquent à quel moment vous pouvez lancer vos sortilèges. Vous avez la catégorie enchantement ou maléfice qui peut se lancer dans la phase de stratégie sous phase de conjuration. Allez voir les vidéos précédentes pour savoir quand est-ce que ça se passe. Vous avez la phase, les sorts de transfert ou de convenience, comme ils disent en Angleterre, qui se passe bien évidemment dans la phase des mouvements restants, dans la sous-phase des mouvements restants. Vous avez les sorts de projectiles magiques ou de vortex magiques, deux catégories différentes, attention, qui vous permettent de lancer des sortilèges d'agression dans la phase de tir, lorsque vous activez votre sorcier au moment de choisir qui va tirer. Et enfin, vous avez les sorts d'assaillement ou d'assaut, moi je préfère dire, c'est plus joli, qui se passent dans la phase de corps à corps. Attention, dans la phase de corps à corps de vous et de l'adversaire. Ça, c'est la seule des catégories de sorts qui peut se passer comme ça. Bon, maintenant vous savez quel sort, quel domaine et quand les lancer, bah, comment on les lance. Voilà, hein, on a fait le où, quand, et ben on fait le comment maintenant. Comment on lance un sortilège dans Warhammer The Old World? Déjà, il faut respecter des critères très importants. On en a déjà parlé aussi, mais je les reprécise bien. Les conditions à respecter, déjà, il faut que votre cible soit dans l'arc de vision du sorcier, mais il n'y a pas besoin de ligne de vue. C'est compliqué cette phrase. En gros, votre sorcier a un axe de vue, c'est simple, il a un arc de vision, il voit à 45 degrés s'il est dans un régiment, il voit à 360 degrés s'il est isolé, on a vu ça dans les personnages, et tout simplement, s'il a ligne droite devant lui, une unité alliée ou ennemie qui est cible d'un sortilège, il n'a pas besoin de la voir pour lancer son sortilège. Sauf si vous lancez un projectile magique. Projectile magique, vous visez quelqu'un pour lui balancer une boule de feu. Il faut donc que là, vous puissiez voir votre ennemi. C'est-à-dire s'il est derrière un mur et que vous ne le voyez pas physiquement avec votre figurine, même s'il est dans l'arc de vision, vous ne pourrez pas lui tirer dessus. Donc, il faut un arc de vision sur votre cible, mais pas obligatoirement un arc de vue, sauf si vous êtes utilisateur d'un projectile magique. Deuxième chose, il faut que votre cible soit à portée de sort. Les sorts ont une portée, c'est pareil dans leur descriptif. Il faut que vous soyez à portée, sinon c'est de la triche. Enfin, il faut aussi que votre sorcier ne soit pas en fuite ou au corps à corps. Voilà, parce que ça, le gars est un petit peu occupé. Même si il y a certaines catégories de sorts qui peuvent se lancer au corps à corps, on va en parler. Vous avez donc compris que les sorts ont une portée efficace, une portée de sortilège. Mais il y a parfois dans portée marqué le mot lanceur pour vos sortilèges. Là c'est très simple, ça veut dire que cette cible nécessaire, c'est le sorcier lui-même. C'est le sorcier lui-même qui se vise, qui se booste lui-même, et tout simplement parfois ça active une aura autour de lui, une aura bénéfique ou maléfique, et aussi ça peut booster lui et le régiment qui l'accompagne. Mais les sorts lanceurs sont certainement les sorts les plus utiles du jeu, en tout cas ceux qui vous permettent d'être plus libre dans votre stratégie, parce que les sorts lanceurs, quels qu'ils soient, eh bien, peuvent tout simplement être utilisés alors que vous êtes au corps à corps. Voilà, le mec il lève la main alors qu'il esquive un coup d'épée et t'as un sort qui lui tombe dessus, c'est quand même assez classe. Donc si toutes ces conditions sont réunies lorsque vous voulez lancer un sort, vous êtes prêt à lancer un sort. Et là on passe à la ligne d'en dessous de ce qui est de la feuille de caractéristiques de sortilège. Il faut atteindre une valeur de jet de lancement, une valeur de sortilège. C'est souvent des 7+, 8+, voire des 6+, ou alors des 10 ou 11+, ça dépend de votre valeur de sort et votre puissance, et surtout la difficulté bien évidemment du sortilège. Comment on arrive à lancer un sort? C'est très simple, vous prenez à chaque fois que vous lancez un sort 2 dés. Voilà, vous prenez 2 dés, vous les jetez, et vous additionnez la moitié de votre niveau de sorcellerie. Vous êtes niveau 1, vous ajoutez 1, vous êtes niveau 3 ou 4, vous ajoutez 2. Voilà, à votre 2 dés. Et le cumul s'appelle un jet de lancement, et ce jet de lancement, il faut atteindre, égaliser ou dépasser la valeur de lancement du sort. Voilà. Il y a bien évidemment une règle spéciale qui s'applique, qui s'appelle la résistance à la magie lorsque vous lancez un sort sur une cible. Alors attention, lorsque vous lancez un sort sur une cible
ennemi. Heureusement, la résistance à la magie ne fonctionne pas contre vos propres sortilèges de boost, sinon ça serait dommage. La résistance à la magie, moins quelque chose dans la parenthèse, indique que si quelqu'un vous balance un sort, un projectile magique, une malédiction, quoi que ce soit, sur une unité possédant une résistance magie, eh bien le jet de lancement, c'est précisé comme ça en français, le jet de lancement subit un malus égal à celui qu'il y a entre parenthèses. Vous avez résistance magie -1, coucou les nains, et bien tout simplement, l'adversaire va devoir jeter un sort 2d6 plus son niveau de sorcellerie divisé par 2, -1. À chacun de ces lancements de sorts sur votre unité. Voilà, c'est assez chaud à faire ça quand même, hein. Mais bon. C'est la résistance à la magie. Je trouve que cette règle est un peu dommage. Là, je fais un peu mon français qui râle. Parce que j'ai préféré que ça soit tout le lancement qui est moins quelque chose. Et pas simplement le jet de lancement. Parce qu'on va le voir quand on va parler de la dissipation apparemment. Comme nous l'explique Games Workshop, la dissipation va dissiper le jet de lancement total. Et pas le jet de lancement comprenant le malus. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça le jeu. Donc comme je viens de vous en parler, lorsqu'on est cible d'un sort, on peut dissiper les sorts adverses. On connaît la magie, je vous l'ai dit, dans le monde de Warhammer, et donc on sait parfois comment la contrer. Si vous n'avez pas de sorcier dans votre armée, ça peut arriver, vous avez choisi de ne pas jouer de sorcier, ou alors simplement vous n'en voyez pas l'utilité, ou même ce n'est pas dans le lore de votre armée, vous êtes libre, eh bien vous avez quand même le droit, une fois par tour, une seule fois par tour, de tenter une dissipation fatidique. C'est très simple. Vous voyez que vous allez subir un coup, votre sorcier pour dissiper est trop loin, on va en parler, vous n'en avez pas de sorcier, et ben vous pouvez décider, je tente ma dissipation fatidique, une fois par tour, et là vous allez jeter 2 dés, et essayer avec un score vanilla, c'est-à-dire un score simplement des 2 dés, de dissiper l'adversaire. C'est jamais très facile, mais ça peut faire des belles surprises. Mais bien sûr, vous pouvez aussi tenter de dissiper, non pas avec vos dissipations fatidiques, mais avec vos magiciens présents sur la table. Pour cela, il faut là aussi respecter certains critères. Déjà, votre sorcier ne doit pas être en fuite. Et oui, c'est important. Là aussi, il ne peut pas être dans un corps à corps. S'il est dans un corps à corps, il ne peut pas se concentrer sur la dissipation, sauf un petit cas particulier. Mais sinon, il faut aussi qu'il soit à portée. Il y a donc une portée de dissipation nécessaire pour vos sorciers, pas pour la dissipation fatidique. Les sorciers de niveau 1 ou 2 peuvent dissiper les sortilèges lancés à 18 pas autour d'eux. Les sorciers de niveau 3 ou 4 peuvent dissiper les sortilèges à 24 pas autour d'eux. Voilà, c'est la portée, sans ligne de vue, sans rien du tout, il faut juste qu'il y ait un sorcier qui tente de lancer un sort ou un vortex qui passe dans cette région autour d'eux. Si un adversaire arrive donc dans cette bulle de dissipation, il va pouvoir être dissipé par votre sorcier. Mais encore une fois, il ne faut pas qu'il soit en fuite, il ne faut pas qu'il soit au corps à corps. Mais si le sortilège vise l'unité où votre sorcier est, et même s'il est engagé au corps à corps, eh bien là, vous avez le droit de tenter de le dissiper. C'est-à-dire c'est la seule manière qu'un sorcier au corps à corps peut dissiper, c'est s'il est lui-même la cible d'un sort venant de l'ennemi. Attention, il faut quand même qu'il soit dans la portée, c'est important. Et donc comment on fait pour dissiper? Parce que tu nous parles des conditions, mais tu ne nous parles pas comment on fait, David. Eh bien c'est très simple. Pour dissiper un sortilège, l'adversaire, rappelez-vous, il a jeté 2 dés, ajouté la moitié de son niveau de sorcellerie, et regardez s'il a fait égal ou plus à son jet de lancement. Eh bien, pour dissiper, il faut utiliser 2 dés, ajouter la moitié de votre niveau de sorcellerie, et tenter de faire plus que l'adversaire, que son jet total. Pas seulement la valeur de lancement de sort. Et là, ça peut devenir très compliqué. Imaginons, votre adversaire vous balance une bourrasque du domaine de l'élémentalisme sur la tronche. Heureusement pour vous, il est dans la portée d'un de vos sorciers. Il a lancé son sortilège avec une magicienne de niveau 3. Il a fait 7 sur ses 2 dés, plus 2. Il a donc fait 9, parce qu'il est niveau 3, son bonus est de 2. Il a fait 9, le sort est passé. Vous, heureusement, à 18 pas de cette sorcière ennemie, vous aviez un petit mage de niveau 1, qui n'est pas très puissant, mais qui est présent. Eh bien, il va jeter 2 dés et y ajouter 1, et s'il fait plus, il y arrive. Et là, imaginons, vous jetez 2 dés, vous faites 9, et avec votre niveau de sorcellerie de plus 1, vous arrivez à 10, vous avez battu la sorcière de niveau 3, elle ne pourra pas lancer son sort, vous l'avez dissipé. Chaque sorcier qui lance un sort dans une bulle de dissipation d'un sorcier adverse peut être dissipé par ce sorcier adverse. Mais attention, plus vous jetez de dés, plus il peut arriver des irrésistibles ou des fiascos.
Il ne faut pas oublier que la magie, elle est tirée du chaos dans Warhammer. Et le chaos, il est traître, bien évidemment. Lorsque vous réalisez un jet de lancement de sort qui, sur les 2 dés que vous jetez, fait un double 6, vous faites ce qu'on appelle une invocation parfaite. Rien ne pourra jamais contrer ce sortilège. Si vous êtes dans la bulle de commandement, si quelqu'un a les capacités d'arrêter un sort ou quoi que ce soit, vous ne pouvez pas être arrêté. Vous avez lancé le sort à la manière la plus parfaite. C'est-à-dire que vous ne pouvez jamais le dissiper. Vous avez un mec qui vous balance un sort très destructeur qui fait un double 6 en face, vous n'avez qu'à serrer les dents. Le double 6 passe même au-dessus de la résistance de magie de l'adverse. Le double 6 ignore même la résistance de magie de l'adversaire. C'est vraiment extrêmement fort de faire un double 6 lorsque vous faites un jet de lancement. Mais sachez que, lorsqu'on fait une dissipation, qu'elle soit faite par un sorcier ou qu'elle soit faite par une fatidique, donc sans sorcier, si vous faites aussi un double 6 sur un jet de dissipation, vous faites une dissipation parfaite. Et vous pouvez arrêter tout sortilège envoyé sur vous, sauf une invocation parfaite réalisée avant. Si quelqu'un vous lance un double 6 dans la tronche, vous pouvez absolument rien faire. Mais si quelqu'un vous lance par exemple un sort surpuissant, c'est un sorcier de niveau 4, il a un bonus de plus 2 quand il lance des sortilèges, et il a fait 11. Il fait 13 en tout donc sur son sortilège. Ça fait très très mal. Imaginez en plus si c'est un ogre qui vient de décapiter un petit gnoblard, il peut gagner plus des 3 encore. Donc il peut monter à 16 le gars en termes de puissance de magie. Et je vous parle même pas des Skaven avec leur dope de Malpierre. Bref, parfois on se dit oh là là mais t'as fait un score énorme, moi j'ai même pas de sorcier, comment veux-tu? Eh bien vous pouvez quand même tenter la chance. Parce que si avec votre dissipation fatidique, l'adversaire n'a pas fait d'invocation parfaite, vous faites un double 6, vous pouvez le dissiper. Ça dissipe tout, sauf les invocations parfaites. Cependant, si quand vous jetez un sort, ou quand vous dissipez un sort, vous faites non pas un double 6 ou un score valable, mais un double 1. Quel que soit votre modificateur, tout ça. Non. Si vous faites un double 1, là vous faites un fiasco. Et là le chaos vous punit. Il y a un tableau qui a été fait. Vous subissez voilà, le courroux des dieux. Et le courroux des dés. Alors c'est toujours assez rigolo, les fiascos. Les fiascos s'appliquent donc pour les lancements de sorts ou la dissipation. Ça peut être des fiascos qui vous blessent, mais ça peut aussi être des fiascos qui vous empêchent de lancer d'autres sorts ou de dissiper d'autres sorts, ce qui peut être assez handicapant. Je vous laisserai bien sûr tester cela de votre propre côté. Évidemment, vous pouvez choisir de ne pas lancer de sorts avec vos sorciers pour les préserver, pour éviter les fiascos. Mais n'oubliez pas que l'avenir n'appartient pas aux peureux, surtout dans le monde de Warhammer. Voilà, soyez stratège, certes, mais voilà, jetez les dés, c'est rigolo. Le gamble, c'est rigolo. Les sorts dans Warhammer The Old World durent certains temps, selon leurs caractéristiques et selon leur description. Il y a des sorts qui sont résolus immédiatement, dès que tu as jeté le sort, tu fais les jets. Il y a des sorts qui ne durent que votre tour, comme le démonisme, il y en a beaucoup de ces sortilèges, attention, c'est que votre tour, à la fin de votre tour, ils ne sont plus actifs. Il y a des sorts qui durent jusqu'à votre prochaine sous-phase de début de tour, donc qui durent votre tour et le tour adverse, et il y a des sorts qu'on dit restent en jeu. Donc n'oubliez pas que ces sortilèges-là, c'est bien détaillé dans leur feuille de caractéristiques, c'est à vous de les apprendre, je ne peux pas tous les faire, il y a énormément de sortilèges dans le jeu, la vidéo ferait 4 heures, et la seule chose à vous dire, c'est que les sorts restent en jeu, peuvent être dissipés dans votre sous-phase de conjuration. Donc dans votre sous-phase de stratégie. Pareil si c'est dans la bulle d'un sorcier, ou alors si vous avez, une fois par tour, une dissipation fatidique. Certaines figurines ou certains objets possèdent la règle objet de sort lié. Ça, c'est quelque chose qui est sympa, ou sort lié. Ça, c'est quelque chose d'assez sympa, c'est des capacités spécifiques de certaines unités ou de certains objets. Et tout simplement, ça leur permet de lancer un sort, avec donc 2d6, avec un bonus. Et le bonus, c'est le chiffre compris entre parenthèses. Il y a certains cas où justement, il n'y a pas de bonus faisable, mais il y a des sorts réalisables. Les horreurs roses de Tzeentch, par exemple, on avait posé cette question sur le Discord, ont un objet de sort lié avec bonus de rang. Donc si vous avez qu'une seule ligne, vous n'avez pas de bonus de rang, bah vous avez objet de sort lié niveau 0. Donc vous jetez 2 dés, il faut espérer faire le score. Si vous avez des bonus de rang, il faut vous ajouter votre bonus de rang. Mais prenons un exemple qui n'est pas celui extrêmement spécifique des démons. Vous avez un objet de sort lié niveau 3, par exemple. Et bien vous jetez 2 dés et vous ajoutez 3. Et vous regardez si vous arrivez à jeter votre sort. Ça peut être très très fort. Par contre, vous ne pouvez jamais faire d'invocation parfaite ou de fiasco
avec un objet de sort lié. Ils n'ont pas cette puissance capable. Donc si vous faites un double 6, vous ajoutez votre score et vous regardez ce que ça fait. Ça ne fait pas d'invocation parfaite. Et si vous faites un double 1, bah vous échouez votre sort, mais surtout vous ne prenez pas de retour dans la tronche. Précision importante, les objets de sort ou les capacités comme celle-ci peuvent être ciblés par certains sortilèges qui ont la capacité de détruire les sorts ou les objets adverses. De plus, et ça aussi c'est important, une figurine ne peut lancer un seul sort lié, elle ne peut lancer qu'un seul sort lié par phase. Donc vous avez une phase de tir, vous avez une bouboule de feu et vous avez un second objet qui vous permet d'avoir la bourrasque par exemple, vous pouvez jeter qu'un seul des deux, parce qu'il faut bien incanter le sort de votre bague, sinon ça marche pas. Enfin, et dernière chose sur les objets liés, posséder un objet de sort lié ou être en capacité de faire des sorts liés ne fait pas de vous un sorcier. C'est précisé dans le livre de règles, vous n'avez pas le droit de dissiper les adversaires dans votre bulle autour de vous. Donc les dernières précisions que je pourrais vous donner, bien sûr, c'est que chaque sorcier qui balance un sortilège, utilise un vortex ou fait des sorts d'assaut, eh bien déjà ça touche automatiquement lorsque vous utilisez ces sorts, c'est très souvent noté sur leur feuille de caractéristiques. Vous balancez 2d6 touches et non pas 2d6 attaque où il faut toucher, c'est très important de le savoir. Mais surtout aussi bien sûr, ces dégâts à distance sont des dégâts magiques, c'est de la magie. Alors vous allez me dire, ok, ben je regarde le livre de règles, qu'est-ce que ça veut dire attaque magique? Et là tu ouvres le livre de règles, tu regardes, attaque magique donne la capacité magique à vos attaques. Merci Games Workshop. Qu'est-ce que ça veut dire attaque magique? Eh bien, il y a certains cas dans le jeu qui sont sensibles aux attaques magiques. Il faut avoir la règle attaque magique. Il y a beaucoup de régénération, par exemple, qui ne fonctionnent pas contre la magie. Il y a beaucoup de certaines sauvegardes invulnérables qui sont annulées par la magie, beaucoup d'armures aussi qui sont annulées par certaines magies. Et bien sûr, c'est en rapport à deux règles spécifiques, les éthérées, les règles éthérées, et les règles engeance du warp. Les éthérés, les fantômes du monde de Warhammer, craignent énormément les vents éthériques, et donc dès que vous les attaquez avec des attaques magiques au corps à corps ou à distance, eh bien ils sont sujets à ces attaques. De plus, les engences du warp, les démons ou alors d'autres créatures venant de l'autre monde, eh bien eux sont extrêmement sensibles aux attaques magiques, c'est-à-dire ça annule beaucoup de leurs bonus. Là aussi, regardez dans vos règles, s'ils possèdent ça, méfiez-vous de la magie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. J'ai essayé là aussi encore une fois de condenser. Pareil, je n'ai pas eu le temps malheureusement de vous détailler tous les domaines de magie, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quelles sont les capacités. Il y en a tellement aujourd'hui que ça ferait une vidéo intégrale dessus, même une vidéo sur chaque domaine de magie, pourquoi pas. On pourrait en faire des streams entièrement, vous me dites si ça vous intéresse en commentaire. Donc, j'espère que ça vous a plu. Bien sûr, n'hésitez surtout pas à me soutenir. Vous avez les partenaires ici même avec les codes promo dans la description de la vidéo. Et vous avez bien sûr le Tipeee si vous voulez aider financièrement la chaîne. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve bientôt pour la dernière vidéo qui va vous parler des formations de combat et des types de troupes. Une vidéo assez conséquente là aussi. J'espère ne pas trop radoter. Merci à vous, on se retrouve bientôt et continuez à suivre cette série de l'été. Ciao!